Voilà, on va se tourner vers nos deux amis, Akram Belkaïd qui était en Tunisie, et puis Raphaël Kempf en Égypte, à travers des choses vues, puisque vous étiez là-bas, vous avez vu un certain nombre de choses. Akram Belkaïd en Tunisie, entre l'enthousiasme et la crainte, évidemment, plein de craintes, la crainte du chaos, la crainte que cette révolution, parce que c'est bel et bien une révolution, ne soit volée, ne soit détournée. C'est effectivement ce qu'on ressent, à la fois une grande ferveur. Je dirais que c'est encore un climat insurrectionnel, mais en même temps, la Tunisie se sent un peu seule. Mais en même temps, comme l'a dit Serge, il y a une volonté d'aller jusqu'au bout de beaucoup de gens. Les gens revendiquent aujourd'hui le droit à de meilleures conditions sociales, à de meilleurs salaires, à de meilleures conditions de travail. Et tout cela inquiète une partie de la population tunisienne. C'est-à-dire qu'on avait grosso modo 90 à 95% de la population qui, début janvier, était réunie dans sa détestation du régime de Ben Ali et qui voulait que ce régime tombe. Aujourd'hui, je vais oser le dire, aujourd'hui la lutte des classes est en train d'un peu de reprendre le dessus et les Tunisiens se découvrent finalement des intérêts divergents. Et c'est dans la gestion de ces intérêts divergents que la transition démocratique risque de déraper à un moment ou à un autre. Ce que les Tunisiens réalisent aujourd'hui n'a pas été, parce qu'on parle beaucoup de printemps arabe, alors j'ouvre une parenthèse, je rappellerai qu'il y a un pays arabe qui a connu une tentative de printemps, c'est l'Algérie dans les années 80, et que l'Algérie a fait beaucoup d'erreurs, que les Tunisiens ne sont pas en train de faire aujourd'hui. Les Tunisiens ont chassé Ben Ali quand les Algériens ont gardé Ben Jedid, même après les morts d'octobre 88. Les Tunisiens viennent de dissoudre le RCD. Les Algériens ont gardé le FLN. Donc, le mot épuration n'est peut-être pas celui qu'il faut utiliser parce qu'il est très connoté, mais tout de même, dans toutes les administrations tunisiennes, dans les ministères, dans les entreprises publiques, on a dit à des gens « dégage », y compris dans la presse. Et les gens trouvent d'ailleurs que ça ne va pas assez vite dans certains secteurs, notamment, alors la police politique a été dissoute, mais là on entend des voix de gens qui revendiquent et qui exigent que ceux qui les ont torturés, ceux qui les ont harcelés, soient traduits devant la justice, et la presse tunisienne publie des noms. Les télés tunisiennes comme Hannibal TV organisent des débats où on voit des gens obligés de quitter le plateau parce qu'il y a des auditeurs qui appellent en disant « mais ce type-là qui parle de démocratie, c'est lui qui a condamné à mort des islamistes dans les années 90, il a rien à faire sur votre plateau » et donc on prie le monsieur de quitter le plateau. En direct. En direct, oui. Bon, vous restez tous là pour l'instant. Pour le moment, oui. Voilà. Non, mais c'est pas d'épuration, mais une volonté de changement assez forte. Et je terminerai par dire qu'on a beaucoup parlé des réfugiés de Lampedusa, de ces jeunes qui sont censés envahir l'Europe. On n'a pas suffisamment dit que parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à quitter la Tunisie. Que vu de France, on a l'impression que c'est les jeunes de Facebook, les jeunes de Midan al-Tahrir. On n'a pas l'impression que les ouvriers ont joué aucun rôle là-dedans. Or, on observe, ce sont des faits, quelques jours avant la chute de Moubarak, les ouvriers entrent dans la danse. Et on observe des grèves qui pètent de partout. Enfin, mais vraiment, Moi, quand j'étais là-bas, je ne savais pas où donner de la tête. J'avais des contacts avec des groupes de gauche, trotskistes, des journalistes engagés, etc. J'essayais de savoir où aller pour voir des grèves. Et vraiment, il y en avait partout, je ne savais pas où donner de la tête. Tout le monde voulait la tête de son petit Moubarak, du directeur de l'usine. C'est-à-dire, dans toutes les usines où je suis allé, on voyait les mêmes revendications sur les salaires, sur le travail temporaire, parce qu'il y a énormément de problèmes liés au travail temporaire, aux contrats précaires. Donc on demandait la consolidation des contrats précaires, par exemple, on demandait l'augmentation des salaires, on demandait un salaire minimum, et souvent on demandait un salaire maximum. Parce que je rappelle que la Constitution égyptienne, en son article 23, dispose qu'il faut qu'il y ait un revenu maximum admissible qui soit fixé. Voilà. Donc on demandait toutes ces revendications-là, et en plus on demandait la tête du président de la société. Voilà. Donc la question que je pose à partir de ces simples faits, c'est est-ce que ce sont les ouvriers qui ont fait tomber Moubarak ? Je ne sais pas, les liens de causalité sont souvent assez difficiles à établir, surtout dans ce genre de domaine. Mais c'est vrai que l'armée a fait tomber Moubarak peu de temps après l'entrée des ouvriers dans la danse. Et l'armée a cherché très rapidement, après la chute de Moubarak, à faire cesser ces grèves. Elle a lancé plusieurs communiqués
pour appeler à l'arrêt des grèves, à l'arrêt des protestations. Ils ont envoyé des textos sur les téléphones portables que moi aussi j'ai reçus, où on me demandait de ne pas faire grève. Bon, je travaillais comme journaliste, je ne pouvais pas ne pas faire grève ce jour-là. Donc après, c'est développé un discours qui était le discours de la stabilité, appelant l'arrêt des grèves parce que ça crée des craintes pour les investisseurs internationaux. Ah bah oui. Ah oui, ça crée des problèmes, les touristes vont plus venir. Oula. Donc voilà, on a un peu cette idée que on a eu la première partie de la révolution. Voilà, on a la liberté d'expression, on a des amendements constitutionnels qui vont probablement être admis par référendum par le peuple le 19 mars prochain, on pourra en parler. On a une démocratisation, des libertés, comme dirait l'autre, bourgeoises. Et maintenant, allons-nous avoir la justice sociale ? On a l'impression qu'il y a une force en Égypte, une force contre-révolutionnaire qui refuse que ces exigences de justice sociale soient satisfaites. Vous avez des questions à poser dans le public, des observations à faire? On a entendu d'un certain embourgeoisement de frères musulmans. Et pour preuve, on évoque le réveil du mouvement ouvrier en Égypte pendant les grandes grèves de 2007, que les frères musulmans n'ont pas soutenu ce mouvement. Et en plus, il y avait une grande grève dans une usine qui appartenait apparemment à quelqu'un de la direction de frères musulmans. J'aimerais savoir si c'est vrai. Est-ce qu'on peut qualifier les frères musulmans comme une force bourgeoise, néolibérale, qui font partie de classes possédantes? Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci pour votre question. C'est quand même assez formidable de voir que notre nouveau ministre des Affaires étrangères a rencontré les frères musulmans sans que ça lui pose de problème. Au contraire, en indiquant que il y avait des dialogues possibles et qu'on pouvait s'entendre avec ces gens-là. Comment expliquer cette évolution, Gilbert? La rencontre, donc c'est en Égypte, on parle des frères musulmans égyptiens. Dans le contexte actuel du pays, les frères musulmans apparaissent comme une planche de salut un peu pour l'ordre bourgeois. Enfin, embourgeoisement, pour parler d'embourgeoisement, il aurait fallu considérer que c'est une force de nature anti-bourgeoise, ce qui n'a jamais été le cas. Enfin, c'est un mouvement dont la base sociale est couche moyenne, petite bourgeoisie traditionnelle en partie, petite bourgeoisie universitaire de l'autre. Mais sur le plan du programme, c'est un mouvement qui s'est inscrit pendant les années 50 et 60 contre le socialisme nassérien, entre guillemets, qui n'a rien dans son idéologie d'hostile au néolibéralisme, puisqu'il vient d'être évoqué. D'ailleurs, on peut en dire autant, y compris du régime iranien. Ce ne sont pas des régimes qui ont des approches socialistes ou quoi que ce soit. Bon, ils sont du côté de la propriété, de la restitution des propriétés aux propriétaires terriens. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont approuvé. Et sur l'affaire des grèves, en tout cas, leur leader spirituel a contribué à l'appel à la cessation des grèves. Donc, ce n'est pas une force qui menace l'ordre social en tant que tel. Salut!